Quand je fais savoir que la presse, la plupart du temps, invite sur ses plateaux des individus qui ne feront pas débat parce qu'ils pensent à peu près la même chose, qu'ils défendent en gros globalement le libéralisme et qu'ils sont de droite et de gauche, mais juste pour rire, parce que ce sont des libéraux de droite et des libéraux de gauche, et que sur le fond, c'est-à-dire ce qui entraîne vraiment la question de la souveraineté, la question de la monnaie, la question de la nation, la question de l'identité, la question de la construction d'un peuple et d'un destin. Évidemment, ces questions-là ne sont jamais abordées et on fait semblant de se battre sur les plateaux. Et ça a été extrêmement édifiant quand on zappe d'une chaîne l'autre le soir d'élection, par exemple, de voir qui parle, qui débat, qui sont les éditocrates qu'on invite ou les spécialistes. Et on voit bien que les anciens, des gens qui ont 50 ans de télévision, 40 ans de télévision, qui commentent la politique depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing, et pour certains même le général de Gaulle, sont toujours là, toujours présents pour donner leur avis, même s'ils ont eu tort 50 fois, ils sont toujours du côté du pouvoir. Il y avait du côté même El Kabbach hier soir, qui est dans un exercice de formidable exercice d'admiration à l'endroit d'Emmanuel Macron. Enfin voilà quoi. Tout ça est assez répugnant. Et il y a dans le paysage intellectuel, dans le paysage médiatique, deux ou trois personnes, et encore, qui échappent à cette règle et qui pensent ailleurs, autrement, librement. Je songe à Natacha Polony. J'ai connu Natacha Polony à l'émission de Ruquier et j'ai pu constater, comme avec Éric Zemmour et comme avec Éric Nolot, qu'on pouvait avoir affaire à des gens qui travaillaient, qui lisaient et qui éventuellement reprochaient des choses à des gens, mais reprochaient ce qui se trouvait dans leurs livres et ne pratiquaient pas de procès d'intention en estimant que ce qu'on avait dit pouvait laisser croire que, ou que finalement, comme on n'avait pas dit que, eh bien, c'est qu'on défendait bien ce qu'on n'avait pas dit, puisque dans votre livre, qui est consacré à la reproduction du Bernard l'Ermite, vous n'avez pas parlé d'Adolf Hitler, c'est bien la preuve que peut-être vous seriez un peu nazi, enfin les choses habituelles qui font que on reproche à un livre le sujet qu'il ne traite pas et on rend l'auteur coupable du sujet qu'il n'aura pas traité alors que ça n'était pas son sujet. C'était pas la méthode et ce n'est toujours pas la méthode de Natacha Polony qui travaille. Et ils sont assez peu nombreux, les journalistes qui travaillent, parce que quand on est dans l'idéologie, on n'a pas besoin de travailler. Quand on est dans l'idéologie, on connaît le bien, le mal, on sait ce qu'il faut dire, faire, croire, penser, et puis il suffit de faire des procès d'intention et d'attaquer les gens en estimant que, puisqu'ils ne sont pas dans la génuflexion libérale, maastrichtienne, politiquement correcte, ou je ne sais quoi, eh bien à ce moment-là, on leur met une balle dans la nuque. Non, Natacha Polony estime que la balle dans la nuque, c'est métaphorique. Quand on dit bien, Natacha Polony estime qu'il y a des livres, il y a des œuvres, que les gens travaillent. Elle lisait les livres, et elle commentait les livres, et elle posait des questions légitimes qui, parfois, quand on sortait d'un plateau, pouvaient nous permettre de mieux réfléchir, de mieux ajuster une pensée, de disposer finalement d'un débat intellectuel. On avait un véritable débat intellectuel sur le plateau, mais même en sortant, et quand on n'était pas, même dans une relation d'amitié ou d'échange épistolaire ou par mail avec Natacha Polony, on pouvait se dire oui, cette idée est intéressante, elle est à creuser, j'ai pas eu le temps sur le plateau, mais finalement ça me fait penser ou ça me fait réfléchir. Ils sont rares donc les chroniqueurs qui rendent ce débat possible sur le plateau et qui rendent en même temps ce débat avec soi-même possible en dehors du plateau. Et puis je veux dire qu'elle a clairement pris position sur des sujets comme la question de l'école, comme la question de l'islam, et elle ne fait pas partie de ceux qui disent que le réel n'a pas eu lieu. Elle regarde le réel et elle dit effectivement l'école est problématique, on y apprend plus qu'on y apprenait jadis. C'est pas être un vieux con que de le dire. Il y a des mesures qui sont faites et qui font la démonstration que un quart apparemment des enfants arrivent illettrés en sixième, c'est un fait. On a beau dire que ce fait n'existe pas et que tout va bien et que c'est mieux aujourd'hui, très bien, je veux bien, mais elle dit, ben alors on fait quoi de ces faits-là? Et tous les gens qui connaissent l'enseignement et qui ont enseigné dans les collèges savent effectivement qu'il y a ce type de problème et qu'un enfant qui a des difficultés avec la langue française ne peut évidemment pas apprendre à parler l'anglais, encore moins l'allemand, ne fera évidemment pas de grec, ne fera évidemment pas de latin, et que quand on a des difficultés avec la langue française, on a des difficultés avec l'enseignement qui se fait en langue française, et que évidemment on aura des difficultés avec la façon de se mouvoir dans l'espace et dans le temps, donc on aura des problèmes avec l'histoire et avec la géographie, on aura des problèmes divers et multiples, ça paraît évident. Et donc elle s'est fait connaître, Natacha Polony, sur cette question d'abord de l'éducation, de la pédagogie et de cette idée que il faudrait que l'école retrouve ses fondamentaux. Quand il m'est arrivé de dire que
Il serait bien que l'école apprenne à lire, à écrire, à compter et à penser. Je me suis fait fustiger par cette presse bien pensante qui donc faisait la démonstration qu'elle estimait que l'école doit apprendre à ne pas lire, doit apprendre à ne pas écrire, doit apprendre à ne pas penser, à ne pas compter, et à désapprendre même à lire, désapprendre à compter ou désapprendre à penser. Et on voit bien, il y aurait 1000 chroniques à faire sur les gens qui nous apprennent aujourd'hui à dépenser en matière d'histoire et dépenser, à cesser de penser. Et Natacha Polony a continué sur tous les terrains et elle dispose aujourd'hui d'une vraie vision du monde sur la question de la géostratégie, sur la question de l'islam dans le monde, sur la question de la nation, de la nationalité, sur la question de l'identité, sur la question de la culture. Et elle fait partie des gens qui ont une tête bien pleine et bien faite. Et c'est extrêmement rare dans ce milieu. De sorte que là où elle a été embauchée, à Europe 1, je n'écoute pas Europe 1 et je n'ai pas écouté ses chroniques et je ne suis pas à même de juger de ses chroniques, mais je suis lecteur des articles qu'elle peut donner régulièrement au Figaro et je connais le contenu de ses analyses et je me dis effectivement il y avait une vision du monde alternative. Il y avait une opposition intelligente et pas insultante. Elle ne fait pas partie des gens qui estiment que quand on ne pense pas comme elle, on est fasciste, nazi, pétiniste, complice de Marine Le Pen ou qu'on fait le jeu du Front National. Et elle estime simplement que le débat d'idées est nécessaire et que ça doit pouvoir être porté, ce débat d'idées, dans une chronique ou dans une revue de presse. La revue de presse est un moment politique extrêmement important, contrairement à ce qu'on imagine. On ne choisit pas n'importe comment les journaux, on ne choisit pas n'importe comment les articles, on ne choisit pas n'importe comment les textes qu'on aura extraits de cet article. Et je fais assez souvent les frais, me dit-on, de passage à tabac dans des revues de presse qui sont effectivement des grands moments politiques, à France Inter par exemple, ou dans d'autres endroits. Et elle se fait donc mettre à la porte parce qu'effectivement, il s'agit, je dirais pour parodier Poutine, d'aller buter les souverainistes jusque dans les chiottes. C'est le propos d'Emmanuel Macron. J'ai déjà dû faire savoir que le Parisien, d'il y a une semaine, faisait savoir qu'à l'Élysée, c'était l'expression qu'on utilisait, à l'Élysée, on estimait qu'Éric Zemmour et moi-même, nous étions trop importants dans la place du récit national et qu'il fallait, d'une certaine manière, des voltigeurs pour faire face à ceux qui pensaient comme ça. Il fallait donc assurer la riposte et on parlait de gens comme Michel Serres, des gens qu'on n'entendait pas beaucoup, disait-on dans cet article, ou Pierre Nora, qui sont deux académiciens, quand même des gens qu'on entend quand même un peu, et qui, eux, restaureraient évidemment la vérité, puisqu'on connaît leur penchant pour l'idéologie dominante. Donc on estimait qu'il fallait donner la parole à la vérité et puis contrer la parole à l'erreur, et effectivement, il y a les Zemmour, il y a les Onfray, on ajoute souvent les Finkielkraut et puis les Natacha Polony. On découvre effectivement que des gens qui pensent librement, et je ne souscris pas aux pensées d'Éric Zemmour, et je ne souscris pas non plus aux pensées d'Alain Finkielkraut, mais du moins ce sont des pensées. Et on peut débattre sans s'insulter, et on peut échanger des arguments, et ne pas être d'accord sans pour autant se mépriser. Le débat est possible avec ces gens-là, qui sont des gens de qualité. Et bien, on a estimé que Natacha Polony devait gicler d'Europe 1, donc elle a perdu ce travail-là. Et puis, elle s'occupait aussi d'une autre émission, Polonium, sur Paris Première, qui était aussi une excellente émission, parce qu'on avait le temps d'exprimer ses idées. On n'était pas contré par un comique ou par un guignol qui nous insultait et qui nous traitait de tous les noms après qu'on eût dû répondre à des questions sur la dernière fois qu'on s'était fait sodomiser. Et donc effectivement, c'était un endroit où on pouvait parler, débattre, échanger, dire des choses de fond. Eh bien, cette émission saute également, c'est-à-dire que professionnellement, Natacha Polony est mise au chômage. Elle est mise à la rue, c'est-à-dire plus de chroniques à Europe 1, plus de télévision à Paris Première. Il se fait qu'elle a eu l'amitié de me dire que quand elle a vu que nous faisions cette télévision avec l'ami Stéphane Simon et toute l'équipe de Télé Paris, elle m'a dit donc qu'elle a vu cette idée de faire une web TV, et je trouve que c'était une très bonne idée, que c'est extrêmement intéressant d'avoir des médias alternatifs, sauf que c'est un média alternatif et que par définition, on ne le connaît pas, il n'a pas la même diffusion, et que pour qu'il s'installe dans le paysage intellectuel, il faut du temps et de l'énergie, et beaucoup d'énergie, et beaucoup de bénévolat, et beaucoup de etc. etc. Ça fait donc que le projet d'Emmanuel Macron de reprendre en main le monde journalistique est extrêmement visible. Évidemment, il a quelques amis bien placés dans la presse, des patrons de presse qui ont fortement contribué au portrait qu'on a finement fait, en fine touche,
pendant des mois et des mois et des mois et des mois. On a ajouté des éditoriaux aux unes élogieuses, en passant par les entretiens ou les articles prétendument de fond. Quelles sont les lectures d'Emmanuel Macron, quelles sont les pensées d'Emmanuel Macron, quels sont les disques écoutés par Emmanuel Macron, quels sont les films aimés par Emmanuel Macron, quelles sont, en dehors de Brigitte, les femmes de la vie de Macron, sa mère, sa grand-mère, etc., les petits-enfants de Brigitte Macron, quels sont les, je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on voudra. Et effectivement, petit à petit, toutes ces petites touches nous ont présenté l'individu comme incontournable, comme une espèce de personnage qui s'imposait naturellement, parce qu'il était tellement beau, il était tellement fort, il était tellement intelligent, il était tellement brillant, il était tellement représentatif de la nouveauté, de l'intelligence, de l'esprit d'entreprise, que comment pourrait-on se passer d'un pareil talent? Jadis, on a vu le même discours avec Dominique Strauss-Kahn, qui n'avait pas que des talents, et qui a chuté au Sofitel, comme nous savons. Donc voilà, je pense qu'effectivement Macron a dit qu'il reprendrait la presse en main. Il a déjà fait savoir qu'il choisirait un certain nombre de journalistes. Il y a, je crois, une vingtaine de journalistes qui ont découvert que, effectivement, ils faisaient les princes et qu'ils avaient fait le roi. Et que le roi, une fois devenu roi, avait juste dit maintenant vous rentrez à la niche parce que vous n'êtes bon qu'à ça. Et ils ne sont pas contents, les journalistes, parce qu'effectivement, on leur a montré que, finalement, russe de la raison chez Hegel, ils avaient l'impression qu'ils faisaient l'histoire, mais finalement, c'est l'histoire qui les fait. Et ces personnages découvrent d'un seul coup que si le prince a décidé qu'il ne leur donnerait pas à manger et qu'il laisserait vides leurs écuelles, eh bien, ils seraient dans une mauvaise passe, les journalistes. Et ils sont dans une mauvaise passe. Et M. Geoffrin n'est pas content. Et un certain nombre d'autres individus, la liste est assez impressionnante, il n'y a évidemment pas Paris Match, mais se sont opposés à la reprise en main de la presse, donc de l'idée, donc de la pensée, donc de l'idéologie, c'est-à-dire une reprise en main franchement idéologique d'Emmanuel Macron qui nous fait savoir comment il va falloir maintenant désormais penser. Et tous ceux qui veulent du débat, qui veulent de la critique, qui veulent qu'on puisse échanger des idées, des débats, etc., comme Natacha Polony, eh bien se feront évincer. Ils se feront évincer parce que c'est pas compliqué, on leur coupe les vivres. Natacha a un mari, des enfants, elle a une famille, et donc il faut faire vivre sa famille. Et d'un seul coup, on lui dit du jour au lendemain, vous êtes au chômage, vous êtes à la porte, vous n'avez plus de travail parce que vous pensez mal. Vous ne pensez pas bien. Et il faut penser comme ceci, mais pas comme cela. Donc il y en a marre des souverainistes, il y en a marre des déclinistes. C'est aussi... Je voyais l'autre jour un professeur au Collège de France qui nous disait que c'était facile d'être décliniste et d'avoir cette posture virile d'annoncer le déclin. Je me trouvais extraordinaire qu'on puisse associer la virilité à l'annonce du déclin. Je me suis senti un peu visé, je ne sais pas pourquoi, mais je me disais peut-être ce garçon a des problèmes avec sa virilité, puisque lui était contre le déclin, et faudrait-il peut-être psychanalyser ce monsieur qui estime que si on annonce le déclin, c'est qu'on a une virilité un peu débordante et qu'on a probablement trop de testostérone. Voilà le débat d'idées, voilà où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on ne pense pas comme il faudrait penser, on est un décliniste, on est un souverainiste, on est un nationaliste, on est un belliciste, on est évidemment un vichiste, un pétiniste, on fait le jeu du Front National, etc. Alors un temps, les bûchers étaient médiatiques, j'ai eu droit, des couvertures, des unes, des choses comme ça qui sont insultantes, méprisantes, récemment l'Obs, ou ce genre de choses, mais finalement c'est pas bien grave parce que on s'en remet. Ce journal, ça sert à faire la litière du chat d'abord, en priorité. Et moi j'ai construit ma vie pour être libre, autonome et indépendant, c'est-à-dire personne ne me paie, personne ne me salarie, je n'ai de compte à rendre à personne, je peux dire ce que je veux, quand je veux, comme je veux et à qui je veux. Avec ce média indépendant et autonome qui me permet effectivement de n'avoir de compte à rendre à personne et de ne pas risquer autre chose que le contrôle fiscal. Mais je n'ai rien à me reprocher, donc on peut aussi me contrôler fiscalement. Je ne crains pas qu'un patron me fasse venir dans un bureau en me disant « vous pensez mal, donc vous n'aurez plus de métier. On vous met à la rue parce que vous pensez mal ». Donc voilà, je voulais juste faire cette chronique en solidarité avec Natacha Polony, avec ceux qui sont des millions en France à penser avec elle, à ses côtés, par elle, éclairés par sa pensée ou sa réflexion. Et nous avons estimé, Natacha Polony et moi, qu'il y avait évidemment une contre-attaque à mener. Pas question de se laisser faire. Donc, là, et j'ai, grâce à nos amis Télé Paris, nous avons ces médias qui nous permettent de parler librement. Eh bien, pour continuer le combat, nous allons créer une revue à la rentrée, 2 numéros par an, au moins pendant 5 ans. C'est-à-dire que nous aurons 10 numéros pour préparer
les idées de la future présidentielle, c'est-à-dire faire avancer un certain nombre d'idées sans insulter les gens, en allant voir des gens qui, eux, pensent la monnaie, la souveraineté, la défense nationale, l'islam, la géostratégie, enfin toutes ces questions qui devraient être véritablement débattues quand on fait de la politique. Et Natacha Polony fera donc partie, nous serons donc au moins deux à constituer ce noyau dur, nous vous dirons le temps venu quels sont les amis qui s'agrégeront à notre proposition. Et je pense qu'il y a du pain sur la planche, mais que c'est absolument réjouissant. Il n'est pas question que les menaces descendues de l'Élysée puissent me faire renoncer à quoi que ce soit, ce serait même plutôt l'inverse.